Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présentes et présents aujourd'hui. Nous sommes Gaming Lab. Gaming Lab, c'est un programme de soutien à la recherche sur les jeux de société. On existe depuis 2019 et chaque année, on vient au FIGE pour présenter les résultats des recherches que l'on soutient. Donc depuis 2019, on a financé plus de 25 projets de recherche. On a aussi soutenu plus de 30 conférences comme on le fait aujourd'hui. Et donc on est content de revenir pour continuer à partager l'ensemble de ces chouettes résultats et qu'on trouve très importants sur les jeux de société. Donc cette année, on laisse la parole aux sciences du langage avec donc Thomas, Isabelle et Heike qui vont nous présenter donc leurs travaux sur l'observation des conversations et des interactions entre les joueurs. Mais je vais leur laisser la parole, ils expliqueront ça bien mieux que moi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Thomas, je suis doctorant en sciences du langage. Je suis un des 3 doctorants qui a été financé par le programme Gaming Lab que Léa vient de présenter. Alors, aujourd'hui, mon objectif va être double. Ça va être déjà de vous parler un petit peu de mon travail, ça je vais y venir juste après. Et ça va également être de éveiller un peu votre curiosité, peut-être un nouveau regard pour certains et certaines d'entre vous sur les pratiques de jeu, et notamment les pratiques de jeu en famille. Donc avant de commencer, je pense que c'est bien que je vous présente un peu mon travail de thèse et que je vous parle un peu de ce que j'ai fait pendant ces 2 années et demie sur ma recherche. Alors, concrètement, pour présenter mon travail en une phrase, moi, j'observe et j'analyse les interactions de familles en train de jouer à des jeux de société. Donc, pour ça, j'ai pris mes caméras, mes micros des jeux de société, j'ai contacté des familles qui ont accepté du coup de se prêter au jeu, d'être enregistrées chez elles. J'ai installé mon matériel, je leur ai donné les jeux, je les ai laissés jouer en autonomie et ensuite je récupérais des données vidéo. En fait, mon objectif, c'est d'avoir des données naturelles les plus spontanées possibles. Et c'était très important pour notre discipline qui est l'analyse conversationnelle. Alors, à partir de ces données, du coup, en tant qu'interactionniste, même que conversationnaliste, j'observais et j'analysais les interactions verbales et non verbales des familles autour de ces jeux de société. Donc par non verbal, j'entends tout ce qui est posture, regard, geste. Et en fait, ces dimensions, ces modalités, elles ont une importance capitale autour du jeu de société, parce que bien sûr, il y a une dimension de physicalité qui est très importante à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe. Et bien sûr, comme le disait le titre de ma thèse, j'ai un focus très particulier, c'est que parmi les familles que j'ai enregistrées pour ma thèse, il y en a certaines qui ont des enfants avec des troubles 10. Les troubles 10, je me permets de faire une petite note terminologique pour qu'on soit tous, on va dire, je perds mes mots, pour peut-être rappeler à ceux qui s'y connaissent pas assez, qui en ont pas assez entendu parler, et voilà. Alors, les troubles 10, c'est des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire des troubles qui apparaissent très tôt dans le développement de l'enfant. Donc, un des plus connus et des plus discutés aujourd'hui de cette catégorie, c'est le TSA, donc les troubles du spectre autistique. On peut également retrouver dans cette catégorie de troubles les troubles du développement intellectuel. Et ceux qui vont nous intéresser un peu plus aujourd'hui, même beaucoup plus aujourd'hui, c'est les troubles spécifiques des apprentissages, donc dans lesquels on peut retrouver la dyslexie, la dysorthographie et la dyscalculie, qui sont respectivement, pour faire très simple, des difficultés de lecture, d'écriture et en mathématiques. Aussi, avec ces troubles spécifiques des apprentissages, on peut trouver certains troubles associés, qu'on peut souvent trouver de façon, on va dire, comorbide avec les premiers que je vous ai présentés, c'est-à-dire qu'on peut en retrouver plusieurs chez certains enfants, selon certains profils. Parmi ceux-ci, on peut trouver la dyspraxie, donc un trouble de la coordination motrice. On peut également trouver la dysgraphie, qui peut découler de la dyspraxie, qui va affecter la compétence d'écriture au niveau de la gestualité, là où la dysorthographie était plus au niveau cognitif. La dysphasie, qui est un trouble de la réception et ou de la parole. Et enfin, aussi un trouble qui est très discuté aujourd'hui, le TDAH, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc moi, parmi mes familles, j'ai un échantillon, on va dire, assez général. Je n'ai juste pas de famille avec
un enfant ou une enfant dyspraxique. Donc, avant que je vous présente vraiment plus mon travail, que je vous montre même mon travail, parce que qui dit donner des vidéos dit que j'ai trouvé plus intéressant de vous montrer un petit peu des extraits de ces familles pour que vous-même vous puissiez regarder un peu ce qui se passe. Je tiens à faire un point très important, un point de notice très important, c'est que je ne suis pas un professionnel de santé. C'est-à-dire que je n'ai pas de formation en orthophonie, en ergothérapie ou autre. Moi, je suis un chercheur, je suis un jeune chercheur même, un linguiste, et je vais plus vraiment m'inscrire justement dans la linguistique, même un peu dans la sociologie, de par notre domaine qui est l'analyse conversationnelle. Donc, une première grille, on va dire, de lecture que je vais avoir, mais que je vais aussi vous inviter un peu à avoir, c'est bien sûr regarder la manifestation de la difficulté liée au trouble 10 en situation de jeu. Donc ça, on va dire que c'est un peu une grille, si je peux me permettre le terme, superficielle. Moi, ce qui va aussi vraiment m'intéresser, c'est l'évocation, le traitement et la prise en compte de ces troubles 10 par les membres de la famille en situation de jeu. C'est-à-dire, je ne vais pas uniquement porter mon regard sur l'enfant, mais je vais également regarder les interactions avec la famille, histoire de compléter un peu plus la scène, porter un regard un peu différent, encore une fois, comme je vous le disais, à la frontière entre la linguistique et la sociologie. En fait, si vous voulez, pour être un peu plus clair, je ne vais pas avoir de grille de lecture préparée, préconçue, où je vais cocher des cases pour dire tel enfant a telle difficulté, tel enfant a aussi telle difficulté. Le travail de diagnostic a déjà été fait par des professionnels de santé avant moi. C'est-à-dire que tous les enfants de mon corpus sont déjà diagnostiqués. Moi, je vais essayer d'aller un peu plus loin dans ma démarche et justement regarder comment ce trouble émerge des interactions en famille. Donc, pour aujourd'hui, je suis resté un peu soft et je vais vous présenter 3 familles et 4 enfants 10. 3 familles parmi 6 familles que j'ai avec des troubles 10 et 9 familles au total. Alors, pour commencer, je vais vous présenter Noémie. Noémie qui a un profil multi-10, donc une dyslexique, dysorthographique, dyscalculique et aussi avec un TDA. On aura également Léa qui a aussi un profil multi-10 avec dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, qualifié de sévère par le professionnel de santé qui l'a diagnostiqué. Et enfin, on aura également Élie et Julien, qui sont 2 jumeaux, qui sont tous les 2 dyslexiques et dysorthographiques. Donc dans mes données, les familles, elles ont joué à 3 jeux différents au cours de 2 sessions espacées de 2 à 3 semaines. La première session, c'était une session de découverte. Elles ne connaissaient absolument pas les jeux, elles apprenaient les règles, elles découvraient. La seconde session, on va dire, c'était plus de la confirmation pour voir comment ils jouaient en connaissant les règles et s'il y avait des différences. Donc les jeux que j'ai choisis, c'est avant tout Timeline. Timeline qui est un jeu aux mécaniques, et j'insiste sur le terme mécanique simple, mais qui demande quand même certaines connaissances culturelles, historiques, même une notion de date, de chronologie à connaître. Donc voilà. J'ai également Timeline Access Plus, qui est une version adaptée de Timeline pour des personnes avec des troubles cognitifs. Et enfin, je laissais aux familles le choix de jouer à un des 4 jeux que vous pouvez voir sur l'écran derrière moi. Je vais passer très rapidement dessus pour ne pas expliquer les règles parce que ça risque d'être très long. Mais Seven Wonders, Catan, Pandemic et Carcassonne, qui sont des jeux un peu plus complexes en termes d'objectifs, de mécanique et aussi généralement un peu plus longs. Donc, maintenant, pour vous parler de ce que j'ai pu observer en partie pendant ma thèse, je vous ai fait une liste d'un échantillon non exhaustif, justement, de ces moments, de ces séquences où les troubles 10 pouvaient émerger de l'interaction familiale. Donc, de ce que vous pouvez voir, il y a un petit peu d'aide, de la correction, quelques exercices, quelques moments de rire. Et moi, pour aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 4, pour des raisons de temps, évidemment. J'aimerais bien tout vous montrer, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai choisi de vous montrer 4 séquences qui sont affichées derrière moi. Alors, pour commencer, on va se retrouver avec la famille D2, donc avec Léa. Léa qui a, comme je vous le disais, un profil multi-10, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie. Et la famille est en train de mettre en place le jeu Seven Wonders. Donc la partie n'a pas encore commencé. Ils sont en train de lire les règles, en train de prendre un peu connaissance du plateau. Et Léa va se plaindre de certains éléments du jeu qu'elle a identifiés, qu'elle a mal compris. Et je vais vous laisser découvrir l'extrait. Oula,
description des effets. Déjà, ça me fait peur. Je pense pas que ça va. 3 plus 5, yes. 3 plus 5, 3 plus 5. Faut faire des calculs en plus. 3 plus il y a 5, il y a de la 3 monnaie. plus 5. Mais c'est ce que je vous disais, il faut faire des calculs. On sait pas du tout, t'as même pas lu les règles et toi t'es déjà en train de casser. dire. Ok. Enemy will break. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui connaissent Seven Wonders, en fait, elle a regardé les chaînages entre les âges. Elle a identifié du coup des chiffres avec des potentielles additions. Elle a identifié des éléments potentiellement problématiques pour elle, avec des composantes mathématiques. Et elle a commencé une séquence de plaintes. Le père est venu pour mettre fin à sa plainte. Nous, on dirait qu'il a empêché l'augmentation de la plainte et qu'il est venu l'interrompre pour permettre la progression de la mise en place du jeu. Mais ce qui est surtout intéressant ici, c'est qu'en fait, on peut voir directement à travers la parole, les interactions, les plaintes de Léa, l'enfant 10, déjà des difficultés en mathématiques, une posture défensive par rapport aux mathématiques. Et ça, c'est ce qui va venir nous intéresser, plus que la difficulté en elle-même, parce qu'on sait qu'elle est dyscalculique, on sait qu'il y a des difficultés potentielles, c'est comment est-ce que ça s'exprime dans les interactions familiales, dans un contexte ludique, supposément plus léger, on va dire. Pour l'extrait suivant, j'ai choisi de vous parler de la famille Détroit, du coup avec Ellie et Julien. Du coup, on a Ellie qui est à droite de l'écran et Julien qui est derrière le père à gauche. C'est vrai que j'ai oublié de vous présenter Léa tout à l'heure, elle était tout à gauche. Je ne sais pas si vous avez pu l'identifier. Ici, je vais vous inviter d'ailleurs à regarder un peu plus la gestuelle du père, vraiment si vous arrivez à détacher vos yeux des sous-titres, et également la posture de Julien qui est derrière à gauche. Dans cet extrait, ils sont en train de jouer à Timeline et Julien va faire son tour. Donc il va réussir son tour. Et le père va créer une séquence annexe que je vais vous inviter à regarder maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça c'est le Minotaure. Le Minotaure, alors c'est où le Minotaure? C'est là. Ah bah ouais. Waouh, je te vois. Combien? Moins, Combien? moins 6000. Moins 1600. Allez. Pourquoi t'as joué? C'était à moi. Donc voilà, là on va être un peu plus dans peut-être un extrait qui va plus parler à certains et certaines d'entre vous, avec une difficulté de lecture à voix haute qui est clairement visible. Ça, comme je vous le disais, c'est pour une première grille de lecture. Moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est justement la création d'une séquence annexe par le père, donc un exercice de comptage. Peut-être que vous, en tant que parent, vous faites ça avec vos enfants. Moi, en tout cas, ce type de séquence, c'est uniquement dans cette famille spécifique que je les ai observés dans mon corpus. Donc, si vous avez pu bien suivre, Ellie a posé sa carte, la carte a été validée par son père, le père a pourtant posé sa main dessus, il a glissé la carte vers son fils et il a entamé une séquence d'exercices supervisés qui n'est pas du tout nécessaire à la progression du jeu. C'est-à-dire que le tour est fini, ils auraient pu juste continuer à jouer, mais le père, il va montrer une posture un peu pédagogue, prendre un peu un rôle de professeur et faire un exercice de lecture guidée avec son fils. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est le père qui ne corrige pas l'enfant. Il maintient son geste de pointage jusqu'à ce que l'enfant s'auto-corrige lui-même. Voilà, ça c'est ce type de séquence que j'ai pu observer uniquement dans cette famille. Dans la même lignée, on va se retrouver cette fois-ci avec la famille D1, avec Noémie. Noémie, elle est cachée derrière son père, à gauche encore une fois. Et ils sont ici en train de jouer à Carcassonne. Carcassonne ombre et brouillard, plutôt, qui est une version, on va dire, un peu différente du Carcassonne classique. C'est juste que c'est coopératif et il y a quelques éléments en plus. Et ici, la famille est en train de discuter pour savoir s'ils veulent marquer des points ou enlever des pions qui sont négatifs pour le jeu. Et la mère va encore créer une séquence annexe, un exercice de comptage. Et je vais vous inviter d'ailleurs à regarder la gestuelle de la mère. Ça va être en bas à droite, juste à côté des sous-titres, juste pour voir un peu la temporalité et le tempo de l'extrait. Donc ça Donc là, ça fait plus, ça fait 1, 2, 3, 4, ça fait 8 points. On peut même mettre 8 points. Bah oui. On enlève 8. 8 fantômes. Non, ça fait, on enlève que 2 fantômes. Ah, bon bah, 8 points. Non? Oui, bah oui. Oui, 8 points. 8 plus 6. Attends, 10, 14. Bien, ma chérie. Donc voilà, Noémie, j'ai oublié de vous le rappeler, mais Noémie a un profil aussi multidys, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie et TDA. Ici,
comme vous avez pu le voir, la famille choisit de marquer des points, du coup, et la mère est la coordinatrice du jeu, et c'est elle qui gère le plateau de comptage des points. Pourtant, je ne sais pas si vous avez pu voir juste la temporalité de l'extrait, mais en fait, elle a déjà fait l'action, elle a déjà marqué les points, elle a déjà fait ce qui était nécessaire pour la progression du jeu encore une fois, et pourtant, elle va, là aussi, comme le père l'a fait dans la famille T3 précédemment, elle va utiliser le jeu pour créer une séquence pédagogique, une séquence pour faire exercer les mathématiques à sa fille, avec une simple, entre guillemets, très gros guillemets, addition. Et voilà, transformer l'activité de jeu, même si cette séquence créée n'est pas du tout nécessaire à la progression elle-même du jeu. Encore une fois, si je vous montre ça, peut-être que vous faites ça avec vos familles ou vous l'avez déjà vu ailleurs, dans mon corpus, c'est la seule famille qui a cette pratique en plus de façon récurrente. C'est-à-dire que je vous ai montré un extrait ici, mais la famille fait environ une dizaine d'exercices de ce type dans les 2 sessions de jeu où je les ai enregistrés. Et c'est la seule à le faire. Enfin, pour le dernier extrait avant que je conclue, celui-ci je l'ai choisi parce que, encore une fois, je vous parlais qu'on ne peut pas uniquement... Moi, je n'ai pas voulu uniquement regarder l'enfant pour adresser la difficulté d'enfant 10. J'ai voulu également voir comment interagissaient les parents. Ici, je vais vous montrer un extrait avec une nouvelle fois la famille D2, Léa qui est cette fois en bas à gauche, j'avais oublié de vous le dire tout à l'heure. La famille vient de finir de jouer à Seven Wonders. Ils sont dans une phase de comptage des points. Léa est un petit peu en retrait, elle est un peu perdue, elle n'arrive pas à suivre le comptage des points, et elle intervient assez régulièrement et elle bloque la progression du jeu. Elle empêche la bonne tenue du comptage des points par son père et par sa sœur. Et je vais vous laisser découvrir la séquence par vous-même. Comptez maintenant par 3 les 10. pièces. Moi j'en ai 10. T'as petit point. Ça fait 2. On compte ça. J'ai 3 mots. Ça fait Écoute, c'est chaque chose dans son temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 pour 11 pour le... 11 pour 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. C'est par 3. On compte par 3. Donc ça, tu sais pas faire. Donc tu comptes sur ta main. Donc, dans cet extrait, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est de voir que la compétence mathématique de l'enfant est adressée directement par le père. C'est-à-dire que ici, pour venir mettre fin à ses plaintes, à ses interventions qui gênent la progression du jeu, il va lui-même adresser cette compétence mathématique et la catégoriser comme non compétente pour cette action de compter 3 par 3. Ensuite, on peut le voir sur le reste du sous-titre qui est encore affiché. Il va, par opposition, catégoriser la mère comme compétente pour cette action. Ici, surtout, ce qu'on peut voir, c'est par rapport aux exercices de comptage, de lecture aussi que je vous ai montré juste avant, on peut voir des postures parentales qui peuvent être différentes. C'est-à-dire que dans un contexte de jeu, on peut voir des postures un peu plus moins aidantes, moins coopératives, qui sont plus centrées sur la progression du jeu plutôt que sur l'exercice de l'enfant. Voilà. J'ai pas pu vous rentrer bien sûr dans les détails des extraits. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à voir. Il me faudrait beaucoup plus de temps pour le faire. Là, j'ai juste voulu que vous regardiez ça avec vos yeux et que après je le commente, que peut-être j'éveille certains points que vous avez peut-être pas vus. Peut-être que vous avez également vu des choses que j'ai pas vues et je serais ravi d'en savoir plus un peu plus tard. En tout cas, ce qu'on a pu voir ici, c'est que en situation de jeu, en famille, à plusieurs, les troubles 10, ils transparaissent pas uniquement au niveau de l'individu et de ses difficultés, mais aussi au niveau des interactions de la famille, de leur prise en compte, de leur traitement, de leur évocation. Aussi, les troubles 10, moi de ce que j'ai pu observer, ils ne sont pas omniprésents dans les interactions. C'est-à-dire qu'ils vont émerger de façon ponctuelle dans certaines séquences que je vous ai listées un peu plus tôt et dont je vous ai montré quelques extraits ici. Et enfin, très important, mais pour un observateur extérieur comme moi, les troubles 10, ils sont très rarement adressés comme troubles 10 à part entière. La famille, elle ne va pas parler du trouble 10 lui-même, de dyslexie ou quoi que ce soit. Ça va plutôt être adressé de façon indirecte, comme on a pu le voir avec l'extrait précédent, où c'est la difficulté mathématique qui est adressée. Voilà. Donc, j'espère que ces quelques extraits, ces quelques minutes que j'ai eues avec vous ont pu éveiller votre curiosité, et je vous retrouve plus tard. Merci beaucoup.
Bon, bonjour de notre côté. Donc, après que Thomas nous a présenté sa thèse, nous, on va vous montrer un petit peu comment nous, on travaille chez nous au laboratoire ICAR à Lyon, où on développe toutes ces recherches sur les jeux et les joueurs. Donc, on parle tout d'abord de notre approche et de nos différents intérêts. On vous présente très rapidement les projets, les données. Dans un troisième temps, on va vous montrer une série d'extraits pour illustrer nos analyses, notamment en s'intéressant à ce que font les joueurs dans leur pratique de jeu. Et on va conclure sur quelques résultats et des formes d'application que peuvent apporter nos recherches en interaction. Donc, commençons par nos intérêts. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les jeux de société sont tellement prisés, hein. Donc, on peut le voir ici, il y a plein de gens qui jouent, qui sont là à ce festival. Et on constate une progression constante du jeu de société comme activité de loisir, ce qui a été montré dans différents articles notamment. Donc, ce qui nous intéresse dans nos analyses, c'est notamment regarder ce qui amène différentes disciplines à s'intéresser aux jeux, que ce soit sur les jeux de société, les jeux vidéo, avec des approches et des questions qui sont très différentes finalement. Notre approche à nous va se situer au niveau de l'activité et vraiment de comment on joue ensemble. Alors, on essaye de comprendre ce que l'activité de jouer ensemble apporte aux joueurs, et donc, dans ce cas-là, la société. On tente d'apporter des connaissances aux professionnels du jeu, en montrant notamment ce qui pose effectivement des problèmes pendant le jeu. Hein. Et puis, on essaye aussi d'apporter des connaissances aux professionnels du jouet, en montrant notamment comment on joue ensemble. Donc notre approche, c'est clairement étudier l'activité de jouer et en quoi elle permet de comprendre comment des joueurs construisent ensemble, co-construisent ensemble un jeu en tant que jeu, mais dans un cadre précis, que ce soit la famille, à l'école, entre amis, et avec des objectifs parfois différents. Ça peut être apprendre, gagner ou s'amuser, et d'autres objectifs. Donc nous, on va essayer de regarder le fait d'analyser l'activité de jouer comme un événement social qui est toujours intégré dans une situation particulière. Il y a toujours un contexte particulier, un endroit précis, avec des personnes réunies autour d'une table de jeu. Analyser l'activité de jouer en tant que le fait qu'elle permet de s'expérimenter, d'expérimenter, d'inventer ou de transgresser des règles, de créer, inverser, jouer avec les catégories sociales. Et enfin, analyser le fait de jouer comme permettant d'échanger avec les autres tout en se focalisant sur le jeu en lui-même. Donc ça peut enlever parfois la pression et on essaie de montrer des choses, de produire quelque chose en jouant. Donc vous avez vu déjà un petit peu notre approche dans ce que Thomas vous a présenté. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on observe et on enregistre, parce que quand on observe tout simplement en regardant, on loupe des choses. Donc, on enregistre avec des caméras, avec des micros, des interactions, des situations naturelles. Donc, on ne demande pas à des personnes de se réunir et de jouer à des jeux imposés. Mais on leur dit, voilà, jouez avec qui vous voulez, quand vous voulez, là où vous jouez normalement. Et nous, on est là avec nos caméras et nos micros et on enregistre. Ensuite, on transcrit, c'est-à-dire on note minutieusement tout ce que les personnes disent et tout ce qu'ils font. Parce que si on écoute, si on regarde seulement les vidéos, même si on les regarde 10 fois, là pareil, on loupe la moitié. Et finalement, on analyse ces situations en prêtant attention à l'ensemble des comportements, ce qui est très important. Donc, même si on vient des sciences du langage, on regarde le langage en tant que partie d'un ensemble de plein de choses différentes. Donc on va vous présenter maintenant une série de projets dans lesquels on a pu analyser ces situations. Donc depuis quelques années, on travaille sur donc les interactions de jeux de société. On s'intéresse notamment à comment on apprend en famille autour des jeux.
On a également beaucoup travaillé sur les jeux vidéo, donc en s'intéressant à comment l'échange est-il organisé autour d'un jeu, et notamment la place des spectateurs non joueurs dans ces situations. Ça a donné lieu depuis toutes ces années à une série de mémoires de master et de thèses. Donc vous voyez des exemples tels qu'ils sont listés de projets de mémoire et de thèses. Et plus largement dans nos sujets de recherche et dans nos publications récentes, on s'intéresse particulièrement à quelles catégorisations sociales vont intervenir lorsqu'on est en train de jouer et à quel moment du jeu elles interviennent, comment elles sont évoquées par les participants, quel est le rôle des non-joueurs, comment et pourquoi les joueurs s'encouragent-ils, et enfin, dans une étude plus récente aussi, comment les joueurs peuvent apprendre à jouer à des jeux plutôt complexes en regardant des parties, des sessions entières de jeux sur Twitch TV, notamment animées par des streamers. Pour cela, on s'appuie sur une certaine quantité de données, à la fois des jeux vidéo, des jeux de société. Concernant les jeux de vidéo, on essaye d'alterner les différentes consoles, les différents types de jeux. Pareil pour les jeux de société, vous voyez, on a un focus un peu sur les jeux en famille, mais pas que. Donc on va passer à la troisième partie de la présentation, qui est vraiment le cœur de notre propos aujourd'hui, avec une série d'extraits qu'on a sélectionnés pour vous montrer sur quel type de corpus de vidéos qu'on étudie pour analyser tout ce qu'on a présenté en introduction. Donc on a une première série de données qui sont notamment des jeux en famille, avec les jeux Timeline d'une part, avec des parents-enfants, et une autre famille avec 3 enfants qui joue à 3 jeux. Donc vous verrez ces 3 jeux au cours des vidéos, Misty Boo, Double et Mystère de Pékin. Et on a également quelques extraits de jeux entre amis où ils jouent à Catan, au Chevalier de la Table Ronde ou alors encore à Splendor. La question qu'on se pose, voilà, qu'est-ce que les joueurs font lorsqu'ils jouent? Et ce qui est peut-être le plus important, c'est la découverte, qui n'est pas si récente, mais que jouer est associé à beaucoup d'activités sociales différentes. Donc on ne peut pas regarder uniquement l'activité jouée, mais il faut la regarder dans un ensemble d'autres choses. Et qu'est-ce qu'on fait? On apprend des choses, on s'amuse, et il faut en même temps s'organiser, parce qu'on ne joue pas dans une salle d'expérimentation, on joue dans la vie, et puis dans la vie, il y a d'autres choses qui interviennent en dehors du jeu. Donc sur la première partie des extraits qu'on va vous montrer, c'est notamment ces moments où on apprend à jouer, et on va avoir une série d'instructions qui vont être produites par notamment les parents à destination des enfants. Donc ici, dans ce premier extrait, on a le père que vous voyez au fond à droite avec sa fille sur les genoux, qui va donner plusieurs instructions sur les bonnes pratiques de jeu, comme notamment ne pas montrer ses cartes, de se tourner, de bien se positionner. On vous joue l'extrait. Ne montre pas tes cartes. Tourne-toi un petit peu. Voilà. Attention. Est-ce que tu en vois qui sont pareils? Ah, mais moi j'ai pas de paire. Moi aussi, j'ai pas de paire. Les joueurs regardent si dans leur jeu ils peuvent constituer des paires. Si oui, les posent devant eux, face découverte. Le jeu peut alors commencer. On n'a pas. Le premier joueur tire une carte au hasard dans le jeu de son voisin de gauche. Attends, on va se tourner un peu. Hop. Moi c'est joué maman, les tigres. Allez, on regarde si on a une paire. Ah là là, faut pas dire. Attends. Donc voilà les exemples de séries d'instructions qu'on peut avoir dans une courte séquence. Dans un autre extrait, on voit la même famille qui joue cette fois, qui joue à Misty Boo, et la petite fille Léa qui est sur les genoux de son père va chantonner, se réjouir de n'avoir plus que 3 cartes, et son père va lui dire de ne pas se moquer et que l'on ne gagne pas à chaque fois. Et finalement, dans cette séquence, on va voir que pour le père, apprendre à jouer, c'est aussi ne pas se vanter auprès des autres. On ne reste plus que 3. Il va dire il a triché. Pas. Tout à l'heure, on gagnait pas, je te rappelle. Tout à l'heure, on gagnait pas. Hein?
Dans un troisième exemple, toujours dans la séquence apprendre à jouer, on est dans une autre famille qu'on a vu dans les données de Thomas, qui joue ici à Timeline Invention. Et la mère va dire à sa fille d'arrêter de tripoter la pioche qui se trouve à côté d'elle. Donc c'est encore une autre forme d'instruction sur ce qui est accepté ou non de faire autour de la table selon le point de vue de la mère. Pose tes cartes là, arrête de tripoter les cartes. Ce n'est pas uniquement les enfants qui doivent apprendre à jouer, mais aussi parfois les enfants. Et dans cet extrait, c'est la mère qui donne des indices par ses mimiques et la fille ou les filles se servent dans leur jeu, ce qui n'est pas apprécié par le père. Voilà, là vous voyez les mimiques de la mère et la fille qui regarde les mimiques pour son jeu. Arrête mais c'est pas possible. Non, mais parce que les rois, ils avaient des moi j'ai bracelets gagné, hein, parce que c'est à cause de maman que si je gagne pas. N'importe quoi. On va la mettre là. Elle regarde sa mère pour voir les yeux. Moi je dis pas rien. Donc toujours dans les extraits de Apprendre à jouer, ici, donc c'est notamment le fait de pouvoir s'autoriser aussi à se tromper ou avoir des idées reçues. Donc dans cet extrait ici, on a le joueur qui a retourné la carte sur l'invention de l'écriture et l'une des filles partage l'idée reçue avec une grande surprise. Et les deux sœurs sont toutes les deux étonnées aussi qu'elles ne le voyaient pas à ce moment-là de la timeline par rapport à la roue. Je pensais que l'écriture c'était avant la roue, moi aussi. Dans toujours apprendre à jouer, on a le droit de douter, d'hésiter, de se tromper. Les adultes aussi peuvent partager leurs doutes. Ici, on va voir que la mère va exprimer clairement un doute sur l'invention de la télévision par rapport au stylo Bi déjà placé dans la timeline. Donc, elle va avoir un moment d'échange de regard avec son mari. Et le doute, on va voir qu'il s'exprime aussi par des silences, donc les regards, les échanges de regards. Elle va chercher de l'aide qui ne vient pas. Et le jeu permet vraiment d'exprimer les doutes. On a le droit de ne pas savoir et on sera pas mal jugé de ne pas savoir. À moi, là j'ai un doute sur la date avec le stylo Bi sur l'invention de la télévision. Sur l'invention. Si c'est avant ou après. Et là j'ai un gros doute. Mais je vais dire que c'est après. Ça va. Ça va. J'avais un doute. Hein. Donc on peut voir notamment les visages du père au moment de l'expression du doute, où voilà, il fait comme si elle se trompait, et c'est pour le moment aussi un peu humoristique dans la séquence. On a un dernier extrait qui montre en fait que l'une des filles peut aussi profiter de son erreur où elle a mal placé la carte dans la timeline, mais qu'elle le prend positivement finalement pour apprendre de son erreur et le retenir pour une prochaine fois. C'est pas grave ça, je sais quand c'est ce que c'est. Moi Donc ça va très vite. Donc voilà, elle sait au moins quand est-ce que c'est, et elle le saura pour une autre fois. Donc on n'apprend pas seulement à jouer à proprement parler, mais on apprend aussi des choses sur le monde, sur le fonctionnement du monde, comme dans cet extrait où la fille demande ce qu'est le code Morse. C'est quoi? L'invention du code Morse. C'est quoi le code Morse? C'est un code d'avion. C'est justement pour le télégraphe. Ah, d'accord. Ou un petit peu plus complexe dans l'extrait suivant. Là, vous avez à gauche ce qu'on appelle une transcription, donc où on note exactement ce que les personnes disent. L'invention du crayon graphite. Je mets ça. C'est encore plus vieux pour toi que le théorème de Pythagore. Bah avec quoi ils ont fait le théorème? Ouais, c'est une idée. D'accord. Ouais. 2 points, ça, je trouve.
Donc ici, vous avez peut-être vu ou lu que le père a initié une réflexion logique. Donc si on place la carte là, ça veut dire que l'invention du crayon graphite était avant le théorème du Pythagore. Et cette réflexion est poursuivie par le frère aîné, Félix, qui répond avec quoi ils ont fait le théorème, hein, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour écrire. Apprendre des choses sur le monde veut aussi dire qu'on a le droit de se tromper, et pas seulement les enfants d'ailleurs. Ici, ce sont les deux parents qui disent que la fille avait bien placé la carte et eux, ils se seraient trompés. Ouais, bon. Ça y est, 1900. Oh, Je pensais que c'était plus tard. Moi, j'aurais dit plus tôt. 1800 pour la, je sais pas. Moi, je pensais à lui. Ça y est. Apprendre aussi, on a pu voir dans nos différents corpus que ça peut être un moment pour les participants, les joueurs, de construire des repères, notamment pour les enfants. C'est faire des liens avec des repères temporels de la vie de la famille. Et l'une des filles essaye de construire des repères par rapport à la date de naissance de sa mère pour mieux situer la période d'invention de l'objet retourné sur la timeline. 80. 80 ? Maman, t'étais déjà née. Ah ouais, tu vois, je suis vieille. Hein. Voilà, apprendre, ce n'est pas la seule chose qui compte quand on joue. La chose la plus importante, c'est peut-être qu'on s'amuse. Et c'est ce qu'on fait ici dans cet extrait où 4 amis jouent au chevalier de la table ronde. C'est sympa, on se fait bien attaquer, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On joue avec les codes moraux de la vie. Ce qui ne veut pas dire que les codes dans le jeu changent, mais on les expérimente et on vit les choses d'une autre manière. Donc ici, c'est Véro qui est au fond à droite, qui se fait attaquer dans le jeu, mais elle le verbalise comme quelque chose de pas grave et sans conséquence. C'est similaire dans cet extrait où un groupe d'amis joue lors d'une pause au travail à Splendor. Et le but n'est pas vraiment de gagner, mais de passer un bon moment ensemble en jouant. Toi, t'as 3 points en fait. Je m'en fous des histoires, on est qui gagne. Moi, je fais mon petit bout de chemin, j'ai des mecs stylés là, ici. Qui m'accompagne chez nous. Je vais prendre un autre mec stylé. Allez, pour la postérité. Donc s'amuser, c'est aussi des moments où on peut se moquer des autres. Donc on a pris une sélection d'extraits pour illustrer ce type d'échange. Ici, par exemple, Marie se moque de Julie en lui disant qu'elle est un peu maniaque en alignant parfaitement ses pions routes devant elle. Et Julie assume parfaitement ce type de pratique. Et les rires qu'on va entendre montrent que la remarque est prise avec amusement et autodérision. Ah, ça c'est pour moi, par contre. T'es un peu maniaque avec tes routes. Mouton. Attends, il y a Sophie. Non, mais moi, c'est toujours bien classé. Sauf ça. Ah, si, pour la fois, c'est bien classé aussi. Dans cet autre extrait, on retrouve la famille avec timeline et la mère va chercher à poser l'invention de la première automobile. Le père va faire une remarque un peu moqueuse en faisant référence à une série de télévision qui permet à la mère peut-être de comment bien positionner la carte dans la timeline. Et les rires montrent encore une fois l'aspect moqueur et amusé de l'échange. Invention de la locomotive. Maman, elle sait parce que c'est grâce à la petite maison dans la prairie. C'était plutôt 1800. Peut-être 1700. Construction de la première automobile. Invention.
on change de jeu ici, on revient dans la partie de Splendor, entre amis, et les joueurs vont parler dont la façon dont T veut jouer à Splendor, donc de façon plutôt sérieuse, en mode sérieux, ce qui empêche J de recommencer son action. Et on entend de façon murmurée dans l'extrait, donc très bas, un « je le déteste » adressé à Thomas, et accompagné de rire. On s'amuse de la situation, des règles imposées par un joueur, et on en rigole. Après, en soi, tu peux recommencer ton action. Non, mais c'est bon. C'est bon. Non, on est en mode sérieux, j'ai compris. Non, c'est ce que je prépare pour la prochaine. Je déteste. C'est les règles, c'est les règles. Ah oui, toi, je me regarde en mode tu vas avoir des problèmes. T'as joué ou pas? Ah, j'ai pas joué. Mais oui, c'est pour ça. Mais ouais, je regardais pour ça. T'as bien. Bon, au-delà de se moquer des uns et des autres, ou de gagner ou de perdre, donc le jeu permet aussi d'évoquer des catégorisations sociales et de les expérimenter. Dans cet extrait de Catan, Romain rappelle Marie à l'ordre pour ranger ses cartes. Elle ne les a pas rangées comme il faut. Et Marie répond qu'une princesse a bien le droit de déléguer cette tâche à d'autres personnes, à des serviteurs. C'est là que je prends jeter et écarter. Mais je suis une princesse. Tiens. Je te donne quand même l'idée, je suis trop sympa. Dans l'extrait suivant, extrait des Mystères de Pékin, le groupe Papa et Léa, que vous avez déjà rencontré, que vous voyez au fond à droite, se présente comme des détectives sérieux, contrairement aux autres joueurs qui posent des questions, ce qu'on n'a pas le droit de faire, normalement. Où ils veulent aller? Tu veux aller où? Nous ne disons rien, nous sommes des détectives sérieux. Et on peut aussi catégoriser le comportement des joueurs. Donc, les uns veulent jouer et les autres veulent s'amuser. Non, pas s'amuser, gagner. On joue équitablement avec tout le monde. Tu veux pas qu'on échange de place pour avoir les bons conseils du joueur et chacun garde sa carte. Mais je sais pas s'il donne des bons conseils en fait. Hein, ça se trouve que. Connaissant, c'est pas lui, c'est un joueur qui veut jouer, il veut pas gagner forcément. C'est ça, exactement. Tout à fait. Que il veut gagner par exemple. Petite analyse, tu vois, du comportement de joueur. Un peu similaire dans cet extrait où un des joueurs semble vouloir semer le bazar. En plus, c'est pas représentatif de la manière que j'ai d'habitude de jouer. Non, moi j'allais dire, toi t'es le mec, est-ce qu'on a envie de l'inviter à une petite jeu ou pas? Non, mais ça va être soit super drôle, la violence de j'adore. Elle a raison. Hein. Non, mais franchement, c'est super drôle de jouer avec quelqu'un qui se dit oh, je m'en fiche de gagner, mais je sème le bazar. S'amuser, c'est également pouvoir parfois, dans des moments de jeu, jouer sur les ambiguïtés. Donc, dans ces situations, on a remarqué des moments où en fait, les joueurs vont faire des références à leur vie, à leur situation sociale. Il y a un mélange entre le monde du jeu et la vie réelle. Dans l'extrait qu'on propose ici, on retrouve les amis qui jouent à Catan. Et Julie cherche à échanger des ressources contre d'autres ressources. Et Marie, au lieu de lui dire simplement qu'elle n'a pas telle ressource demandée, elle va exprimer une situation qui va marquer, selon nous, l'ambiguïté en disant « je suis pauvre ». Quelqu'un m'échangerait Je donne un caillou et je voudrais du foin. Ouais, je vais confisquer vos bières. Tu donnes un caillou, tu veux du foin? Non. Ok. Non, bah non, je suis pauvre en froid, je suis désolée. T'aurais voulu du bois, je dis pas, mais bon, bah voilà. S'amuser, c'est aussi pouvoir par moment inverser les rôles. Donc ça, on le retrouve notamment dans nos corpus avec les familles, enfants et parents. Donc dans ces quelques exemples, ce ne sont pas toujours les parents qui encouragent les enfants, mais on a des moments où ce sont les enfants qui vont encourager les parents. Allez papa, allez maman. Carotte.
toujours dans la même famille, ils sont en train de jouer à double cette fois-ci, et de la même façon, les rôles vont s'inverser quand la petite Léa, qui se trouve à gauche du père, va dire qu'elle a trouvé la carte que le père doit trouver sur la table et qu'il est en train de chercher. Elle va montrer qu'elle s'approprie les pratiques de jeu en laissant son père trouver à son tour. Et l'intervention de Léa va faire rire tout le monde dans un esprit de bienveillance. La dernière, j'ai trouvé j'ai trouvé aussi, mais je vais laisser le faire pas. Je vois pas en plus que Dans ce dernier extrait de cette catégorie où on inverse les rôles, on retrouve la petite Léa qui exprime vraiment vouloir laisser son père gagner. D'habitude, ce sont plutôt les parents qui font ça. Et Léa, ici, explique sa démarche par le fait que son père il perd tout le temps en fait, à ce jeu. Et les rires du père montrent aussi en fait, que cette situation d'inversion des rôles est bien perçue et qu'on peut s'en amuser. Tu sais, t'es pas obligé de me laisser gagner. Tu préfères? Oui. Là, c'est gentil. Mais c'est un jeu. Parce que tu me parles de tout. Donc on a vu jusqu'ici que même dans les jeux compétitifs, la compétition, c'est rarement le plus important. On joue sur cette compétition, parfois, c'est ce qu'on voit ici dans cet extrait. Aucun joueur a fait une faute jusqu'à maintenant dans le tour et on met donc la pression sur le dernier joueur pour ne pas faire de faute non plus. Pour l'instant, tout le monde fait un sans faute. Mais c'est l'impression qu'il a fait un gros trou quand même là. L'invention de la montre et du sablier, à mon avis, la montre, c'est bien. On y va? Ouais. 900, c'est bon. Mais en même temps, là, on a fait 0 faute là. Ah, tu mets la pression à... Ou l'inverse dans l'extrait suivant, où jusqu'à maintenant, chacun s'est trompé dans ce tour, dans ce rond, et le dernier doit se tromper aussi, comme ça tout le monde est égal. C'est cool parce que là, on a tous raté, Ouais. et peut-être que maman... Maman, elle a trompé, elle aussi. Moi, celui de... Donc jouer, c'est aussi s'organiser, comme on l'a montré, et de jouer de façon collective, alors que le jeu n'était pas forcément collectif au départ. Donc c'est l'idée de pouvoir adapter les règles du jeu ou l'espace du jeu. Donc, dans cet extrait où les amis jouent à Catan, Julie va rappeler à Marie qu'elle n'est pas censée montrer ses cartes. Donc on bascule d'un jeu compétitif à un jeu coopératif où les autres joueurs vont aider Marie dans sa stratégie. Avec les cartes, je peux faire Surtout, il ne faut pas que tu nous les montres. Je m'en fous, je vais perdre. Je vais nous là, c'était quoi? Je vais gagner. Ah ouais, bon. Ça fait que tu pourras mettre une colonie là. En fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Comme ça. Comme on le disait, jouer, c'est aussi donc organiser ou réorganiser l'espace du jeu. Donc là, on retrouve la famille de Timeline où on peut voir parfois que les jeux peuvent avoir des contraintes spatiales dans l'environnement physique, ici la taille de la table. Et donc le jeu Timeline aussi à 4 joueurs, la longueur de la timeline commence à poser problème aux joueurs pour positionner les nouvelles cartes qui vont bientôt arriver. Donc les joueurs font des choix de réorganisation de l'espace de jeu pour ne pas bloquer la progression de la partie. Et la réorganisation est collective et les joueurs aident le père à replacer la timeline sur 2 rangées. Attendez, ce que je vous propose, c'est de couper à 1700 ou à 1600. Là, par exemple. À 1600, on va couper. Non, mais juste comme ça permet de... Bah oui, parce que moi j'ai encore des trucs. Hein. L'objectif, c'est... Oui, bah de ne pas aller trop par là. Non, mais... Également, s'organiser, ça peut être des moments où en fait, ok, on joue, mais on fait autre chose que jouer, comme on l'a vu dans les extraits précédents. Là, c'est aussi manger en jouant et commenter le jeu tout en mangeant. Donc, c'est un moment social. Le jeu est un moment social, en famille ou entre amis. Et ici, les joueurs prennent l'apéro. Ils commentent les biscuits de l'apéro pendant le jeu.
et avant de revenir à la fin de la séquence sur, au prochain joueur de faire son tour. C'est une saloperie ce truc-là. Non, c'est super bon. J'y mets un moment avant de m'y lancer. Et le côté salé sucré. Ah, mais une fois que tu as mis une. Si t'as mis un dans la bouche, ça marche, tu descends le paquet direct. T'as le côté salé et puis t'as le côté sucré qui dit revient. C'est vraiment le. Ils sont chargés, en tout, exhausteur et tout, tu sens que. Alors, ton action du mal. Je suis obligé de piocher. Ça. T'es pas obligé, hein. S'organiser veut dire aussi adapter le jeu à soi-même et à ses propres besoins, comme ici, où le nom d'une pierre précieuse pose problème et les joueurs décident de le renommer en pierre de chocolat. Moi, je ne connais pas du tout ce nom de pierre, ça me perturbe. Ouais. Est-ce qu'on peut l'appeler la pierre noire? La pierre noire. La pierre noire, tu vois. Ou le chocolat, ça ressemble du chocolat. Du chocolat. Ouais. Le chocolat, c'est pas une pierre. Je pense que ça fait mal aux dents si tu essaies de couper dedans. Et s'organiser veut également dire de gérer le quotidien autour du jeu, comme on l'a vu pour manger. Mais si on a des enfants, ça veut dire aussi il y a des moments d'éducation. Comme dans cet extrait, dans cette famille, on va peut-être jouer l'extrait avant, comme ça vous verrez. C'est comme un mécanique de finir à chaque fois en pleurant. Mais c'est pas une raison de pleurer. Moi, je suis pas. Elle joue, t'as qu'à jouer aussi. Elle joue, elle. Mais non, montrez ce qui se passe. Vous avez toutes les deux la main dessus. Et elle prend tout de suite alors que toi tu attends. Si tu vas, tu prends et puis point, il n'y a pas de discussion. Non, par contre, c'est pas possible de jouer avec quelqu'un qui hurle. Donc, est-ce que tu veux jouer avec nous? Bon, non. Alors, tu te reconcentres. Bon, je pense que vous avez vu, Jenny, la fille, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait perdu dans le jeu précédent. Donc, le père explique qu'il n'y a pas de raison de se fâcher et la mère tente de le ramener dans les jeux. Donc, des moments d'éducation lors d'un jeu. Et finalement, et là on arrive à notre dernier extrait, c'est un petit peu à part, lors d'un jeu, on peut aussi parler de son expérience avec ce jeu ou avec d'autres jeux du même type. Ah ouais, moi je connais pas le jeu de base non plus, je connais que le duel. Moi aussi que le duel. Mais moi je peux vous amener le Seven Wonders, c'est un de mes jeux préférés. On l'a offert au frère. Il a l'air incroyable ce jeu. Et il y a le Seven Wonders Architect, qui paraît qui est magnifique, mais par contre il est plus simple que le Seven Wonders. Donc quand t'as l'habitude de jouer à Seven Wonders, t'as pas envie de revenir à un truc moins. C'est pas une extension ça. Donc à travers la série d'extraits qu'on vous a joué aujourd'hui, l'idée c'était aussi de montrer l'étendue un peu de type de résultats et de recherche qu'on a pu mener et qu'on est en train de mener sur ces données. Donc voilà, en conclusion, on pourrait dire que jouer c'est vraiment une activité qui passe aussi par le langage. Jouer c'est pas toujours une activité obligatoirement ludique et la ludicité est construite par les joueurs. Et le jeu permet d'expérimenter, d'enseigner, de socialiser, comme on l'a vu dans la série d'extraits. Donc nous, ce qu'on essaye de mener aussi, c'est des analyses plutôt qualitatives qui permettent de détailler différentes situations de jeu et ça permet de montrer l'évolution des pratiques des joueurs, les stratégies, les problèmes rencontrés, mais finalement tels qu'ils apparaissent lors d'une séance de jeu. On part des formes et des fonctions langagières associées aux gestes, regards, manipulation d'objets, ce qui nous permet ce qui nous amène en tout cas à comprendre comment les joueurs construisent ensemble leur jeu. Nous mettons nos données, nos corpus de jeux dans une banque de données qui permet de faire des requêtes sur différents phénomènes dans nos corpus, aussi par des chercheurs, par des personnes intéressées. Ce n'est pas complètement open access, il faut une convention, mais c'est tout à fait possible. Voilà, donc SAP Clapi Jeux.
Donc enfin, on propose quelques formes d'applications issues de nos recherches qui apportent un éclairage dans de nombreux domaines, notamment peut-être le domaine de design du jeu, en regardant qu'est-ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas, qu'est-ce qui plaît ou ne plaît pas, et pourquoi les joueurs adaptent-ils les règles. Dans le domaine de l'apprentissage, notamment en essayant de chercher à voir comment on se sert du jeu pour enseigner et apprendre apprendre quoi dans ces situations, et également des éclairages dans le domaine de la socialisation. Comment jouer permet-il d'entrer en relation avec d'autres, de se construire, donc en étudiant les interactions de jeu et par les joueurs. Merci beaucoup. Et voilà, on est arrivé à la fin. On attend vos commentaires, vos questions, vos remarques. Merci. Comme vous voulez, mettez-vous, vous êtes le plus à l'aise. On a un petit temps d'échange, si vous voulez, avec nos intervenants. Je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions dans l'audience. On a quelques questions de notre côté, donc je peux briser la glace. Je vais commencer avec toi, Thomas, une petite question particulière, si ça te va. Est-ce que tu as observé qu'il était possible pour les enfants 10 dans le jeu de société ou grâce au jeu de société de progresser, évoluer peut-être sur certaines difficultés? Est-ce que tu as vu des évolutions au fur et à mesure des sessions, tes observations? Alors c'est une super bonne question. Dans un premier temps, moi j'ai pu faire uniquement que 2 sessions. Donc une session de découverte et une session où les familles connaissaient déjà au jeu. Pour répondre vraiment à cette question de façon vraiment plus approfondie, même avoir une réponse vraiment légitime, il faudrait mettre en place une étude longitudinale, donc sur plusieurs mois, sur plusieurs années, pour vraiment observer la progression des interactions, de la maîtrise du jeu par la famille et notamment par l'enfant ou l'enfant 10. Moi, en 2 sessions de jeu, ce que j'ai pu observer, c'est que la maîtrise du jeu, elle se fait rapidement et elle s'observe aussi d'un point de vue interactionnel. Moi, c'était surtout au format tour que j'ai observé. C'est-à-dire que dans certains jeux, au début, quand on découvre, on est plus là à détailler ses actions, verbaliser ce qu'on fait, parler de sa réflexion, l'ouvrir aux autres. Et dès la 2e session, ce que j'ai pu observer, c'est que les tours pouvaient se faire silencieusement. Et ce qui n'était pas du tout présent dans la première session. Donc on peut voir une trace d'apprentissage dans les interactions à ce niveau-là. Après, il y a également d'autres éléments qu'on peut regarder un peu plus précisément, que ce soit le nombre d'aides reçues. Forcément, quand on découvre le jeu, on a généralement plus besoin de c'est quoi la règle de ça? Oh, tu peux m'aider à faire ça. On peut faire aussi des rappels à l'ordre, des rappels des règles en disant non, il faut que tu fasses ça, etc. Mais globalement, je dirais que pour avoir une réponse vraiment plus approfondie, il faudrait regarder vraiment ça plus sur la durée. Cool, merci. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, dès que je verrai quelqu'un lever la main, je courrai vers lui vers elle pour lui donner le temps de lui tendre le micro. Je continue parce que moi j'en ai plein des questions. Est-ce que tu as observé des différences? Enfin, est-ce que tu as rencontré tu disais que tu avais rencontré des familles avec des enfants 10 ou des enfants qui n'ont pas de troubles 10. Est-ce que tu observes des différences entre ces familles? Je dirais même que j'observe des différences entre les familles 10 et elles-mêmes, en plus des différences de pratique entre les familles 10 et non 10. En fait, avant d'être des enfants 10, les enfants sont des enfants, ils sont dans des familles avec des cadres familiaux variés, et forcément les interactions, les contextes de jeu, tout ça peut varier. Après, en termes de différences de pratique, vous avez pu le voir un petit peu avec mes extraits, notamment les exercices de lecture et de comptage. Moi, je les ai observés uniquement avec mes familles qui ont des enfants 10. C'est-à-dire que les familles avec des enfants neurotypiques, en tout cas celles que j'ai eu l'occasion d'observer, ne présentaient pas ce type de séquence. Donc on peut voir quand même que le jeu peut prendre des modalités, les familles peuvent avoir des pratiques différentes entre les familles 10 et non 10, mais bien sûr, pour encore une fois répondre de façon plus concrète à cette réponse, il faudrait augmenter le corpus, regarder plus de familles, faire, on va dire, plus de tests. Moi, encore une fois, mon corpus reste relativement réduit pour répondre à cette question, même si on peut déjà, comme je l'ai fait, ouvrir quelques pistes. Et souvent, on a des questions pendant ces conférences autour du comment
le jeu de société peut aider à soutenir, à, je ne sais pas, à moins être en difficulté quand on a certains troubles. Là, on peut parler des troubles 10, mais on pourrait parler d'autres troubles. En quoi, et peut-être que là, vous pourriez tous les trois répondre si vous le souhaitez, en quoi donc votre approche en sciences du langage, en analyse conversationnelle, elle peut permettre de peut-être compléter les approches plus cliniques ou pédagogiques, et en quoi votre approche, elle peut permettre ou pas de répondre à cette question de comment les jeux finalement soutiennent les personnes qui peuvent parfois avoir des difficultés, que ce soit au quotidien ou pendant du jeu aussi. Un jeu, selon le type, selon le titre, etc., il va solliciter différentes, ce que j'appelle compétences, donc lecture, mathématiques, même on va dire motricité fine, etc. Et en fait, le jeu, en y jouant, on pratique. Et en pratiquant, on peut du coup s'exercer. Après, bien sûr, généralement, encore une fois, je le répète, je ne suis pas un professionnel de santé, mais le diagnostic a été déjà posé, ces enfants ont un suivi, et avec des bonnes pratiques potentielles à travers le jeu d'un praticien, ou même avec peut-être quelques pistes que je peux peut-être lancer justement grâce à ma recherche moi aussi. Le jeu reste un espace d'exercice, d'apprentissage, et selon les compétences qui sont mobilisées, l'enfant peut s'exercer. En plus de ça, si on peut, comment dire, oui, faire une sorte de guide de bonne pratique, même si j'aime pas trop ce terme, ça peut peut-être faciliter la chose, mais en soi, il pratique en jouant. Est-ce que vous observez qu'il y a certaines mécaniques de jeu qui peuvent permettre de bien intégrer les personnes qui pourraient avoir des difficultés à jouer et qui permettent que tout le monde passe un bon moment? Parce que quand tu présentais par exemple Thomas le fait que pour des enfants 10, il y a plutôt des petits exercices qui sont mis en place, on pourrait imaginer que l'expérience ludique est du coup un peu moins agréable pour les enfants qui ont des difficultés. Est-ce que vous observez du coup, déjà peut-être que c'est faux ce que je dis là, et deuxièmement, est-ce que vous observez qu'il y a certaines mécaniques ludiques qui aident à faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise et passer un bon moment? Je dirais avant tout, pour me protéger pour toute réponse qui suivra, que ça dépend. Mais, de ce que j'ai pu observer en tout cas, c'est vrai que les jeux coopératifs peuvent favoriser justement des interactions un peu plus homogènes entre les familles, même si après, d'ailleurs avec des discussions avec des collègues de ma boîte, même si parfois dans ces jeux coopératifs, il peut y avoir ce qu'on appelle le phénomène du joueur alpha, donc un seul joueur qui va contrôler toute la partie un petit peu, qui peut arriver, mais encore une fois, je vous le disais au tout début, ça dépend. Pour compléter aussi, c'est un peu dans le projet de thèse de Thomas, et de ce qu'on peut voir dans les autres corpus de jeux de société qu'on a, tu parles de mécanique, mais selon la complexité du jeu aussi, c'était la question de départ et la curiosité de départ de se dire que notre idée, en tout cas notre observation, c'est de peut-être pas catégoriser les enfants 10 à des jeux d'un certain type de mécanique, de certaines difficultés, et dire qu'ils peuvent aussi accéder à des jeux peut-être plus complexes, plus longs d'apprentissage, mais s'ils ont la motivation, l'envie, la curiosité et le temps, et ça se construit aussi avec la famille qui y joue, ou entre amis, entre enfants, mais c'est aussi vers ça qu'on peut répondre, c'est même selon la mécanique, avec des enfants 10, comment les joueurs et la famille vont construire le moment de jeu pour leur permettre d'accéder à des jeux plus complexes où au premier abord on se dirait non, c'est trop compliqué pour eux, et en fait non, et c'est aussi vers ça qu'on peut répondre et que peut répondre la thèse de Thomas. Ok, c'est super, je trouve. Et quelle place vous donnez exactement aux émotions finalement dans tout ce que vous analysez, vous observez, comment vous prenez en compte les émotions des joueurs, parce qu'on parle quand même d'amusement, de ludique, donc il se passe beaucoup de choses, et donc là vous montriez bien des moments de rire, des moments de pleurs aussi, de colère. Comment vous prenez tout ça en compte, comment vous l'analysez? On les prend en compte, comme tu as pu voir, comme tu as dit, les rires c'est très très important, les moqueries pareil, c'est aussi très émotionnel. Ce qui nous intéresse, c'est les émotions en tant que construction et comment ils interviennent dans le jeu.
on ne s'intéresse pas aux émotions d'un joueur, mais uniquement aux émotions qui apparaissent dans l'activité de jouer, et est-ce qu'elle participe à la progression du jeu ou pas? Est-ce que ce sont plutôt des séquences à part ou pas? Comment elle participe à la construction de l'ensemble du jeu en tant qu'activité du groupe? Voilà. Ok, merci pour cette réponse. Et est-ce que vous observez des différences particulières, par exemple si on joue en famille ou entre amis, ou en fonction peut-être de l'âge, du genre, de la culture, ou est-ce qu'à chaque fois, tout est vraiment déterminé par plus un contexte social avec qui je suis en train de jouer? Dans ces interactions, est-ce que voilà, vous notez des différences un peu en fonction de profil de joueur, ou est-ce qu'à chaque fois, ça dépend toujours des personnes avec qui on est en interaction? C'est vrai qu'on n'a jamais trop fait d'analyse comparative voilà, selon les genres, enfin, selon les cultures et les âges. On a des familles assez hétérogènes en termes des familles, enfin, enfin, à la fois des familles et des amis voilà, de catégories socio-professionnelles différentes, d'âges différents. Donc on n'a pas pu mener encore une analyse comparative pour répondre à des différences possibles. C'est vrai que c'est comme disait Thomas pour sa propre thèse, le corpus est trop petit. On a des bouts de corpus d'échantillons de famille ou d'amis qui ne sont pas assez suffisants, je pense, pour pouvoir faire voilà, des résultats assez généraux et comparatifs. Mais je ne sais pas si tu veux compléter, mais... Oui, non, mais absolument. Mais en même temps, je crois quand même qu'on peut dire qu'il y a certains jeux qui favorisent certaines pratiques, et c'est couplé aux pratiques de la famille ou du groupe, plus les individualités de chaque joueur, donc le profil. Donc, dans la thèse de Thomas, il y a notamment un chapitre avec un focus sur une fille. Mais cette fille, elle doit être vue en tant que membre d'une famille et jouant à un jeu particulier ou à 3 jeux particuliers. Ok. Ah, il y a une question là-haut. J'arrive, je ne levais plus la tête. Si vous voulez, je m'appelle Léa et vous pouvez tous dire Léa quand je ne vois pas les bras levés. Bonjour. La question que je me posais, c'est si vous aviez noté une utilisation particulière ou une surutilisation des aides de jeu entre les familles 10 et non 10, soit au sein des familles, soit pour le joueur lui-même. Et voilà. Bonjour et merci pour cette question. Je n'ai pas noté de surutilisation de notices, en particulier entre les familles 10 et non 10. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que là encore, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on est plus au niveau de la famille que de la famille 10, si je peux me permettre le terme. Mais on a tout le temps, quasiment tout le temps, les parents qui expliquent les règles. Déjà, c'est un truc qui peut paraître assez évident, mais c'est quand même assez intéressant de l'observer. Mais par contre, dans une de mes familles, on a une des grandes sœurs qui explique les règles, donc qui inverse un peu les rôles là-dessus. Mais pour ce qui est de l'utilisation en elle-même des règles, non. Je dirais que non. Ok, merci. Merci. Je crois qu'on a une autre question. Merci, bonjour. Alors moi, je me permets de poser une question qui a été posée en direct du chat sur le live, parce que la conférence est retransmise en live. Donc il y a quelqu'un qui nous demande s'il y a un impact qui a été observé de la caméra chez les familles dans le cadre de l'activité du jeu, si ça ne pouvait pas interférer sur justement le déroulé du jeu. A priori, c'est vrai que c'est une question assez récurrente qu'on a quand on monte nos types de données. Mais au début, peut-être que voilà, il y a une adaptation avec des regards caméra. Mais ce qu'on peut voir quand on regarde, puisqu'on enregistre, on met les caméras avant l'activité et on les arrête après l'activité. Donc elles commencent, voilà, elles sont déjà en train d'enregistrer alors qu'ils n'ont pas commencé à jouer. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'après ils sont engagés dans leur activité de jeu et que les caméras sont assez rapidement oubliées. Ils sont dans leurs actions, leurs tours de jeu, etc. Et on le voit vraiment dans leur forme d'expression,
Enfin voilà, ils s'interdisent pas les gros mots, des choses comme ça. Donc voilà, dans les formes de discours qu'ils peuvent avoir, on a observé que ça avait pas d'impact sur la durée de l'activité. Et voilà. Et peut-être on peut ajouter, on utilise aussi des caméras très discrets. On fait très attention à notre matériel. C'est pas des gros caméras comme on peut les voir ici, par exemple. C'est des objets très discrets qu'on oublie vite parce qu'on les voit plus. Bonjour, ma question, elle est sur la version accessible justement de Timeline que vous avez fait tester. C'est quoi l'impact que vous avez pu observer justement sur les comportements des enfants ou des familles? Sur les pratiques et les comportements eux-mêmes, là je vais donner un peu mon avis un peu plus à la fois d'observateur, un peu moins de scientifique, mais plus de joueurs. Je dirais un peu plus ils avaient plus de fun, ils transformaient le jeu en fait, parce qu'après avoir joué à Timeline, où c'était on va dire un peu plus sérieux, j'ai même observé dans une de mes familles, la famille de Léa notamment, une des filles que j'ai présentées, où Access Plus, à la suite de Timeline, j'insiste bien sur ça, à la suite de Timeline, ils l'ont transformé en fait en un jeu de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'ils ont transformé le jeu, ils en ont fait un jeu plus ludique. Les tours aussi, c'est-à-dire le découpage des tours. Généralement, les tours de jeu, c'est quand même un truc assez segmenté, où on évite de trop empiéter sur celui des autres, etc. On essaie d'organiser quand même l'interaction pour éviter justement trop de chevauchements. Et dans la plupart des familles, ce que j'ai pu voir, c'est que les tours, le jeu est entre guillemets, encore une fois, plus facile. Je mets des pincettes sur ce mot. Et les familles s'en imprègnent plus, il y a plus de ludicité, ils maîtrisent plus le jeu, ils s'inscrivent dans la continuité du premier avec un peu plus de légèreté. Mais ça, c'est vraiment typique au contexte de ma famille, où ils jouaient avant à Timeline généralement et après Access Plus. J'arrive. J'aurais dû rester. Merci pour la réponse déjà, mais juste j'ai un petit follow-up. Mais du coup, la version accessible, vous l'avez fait jouer aux familles 10 et non 10, entre guillemets? Tout à fait, oui, je l'ai fait jouer aux familles 10 et aux familles avec des enfants neurotypiques. Avec les mêmes observations, globalement, c'est ça? Globalement, ouais, des observations assez similaires. Après, en termes de pratique pure, les parties étaient plus courtes, les tours de jeu plus courts, moins d'interaction, parce que du coup, encore une fois, ça s'inscrivait dans une continuité où ils connaissaient déjà à peu près les mécaniques du jeu. Ça, c'est très important, parce que c'est une variable à prendre en compte, malgré tout. Et non, je crois que l'idée s'est évaporée. Désolé. Alors, je crois que quelqu'un m'a fait signe qu'il y avait une question encore dans les premiers rangs, mais si c'est le cas, je regarde les bras levés. Oui. Je peux me permettre un point, ça vient de me revenir. C'était plus en termes de retour, en fait, de retour et de commentaires que faisaient les familles, qu'elles soient avec des enfants 10 ou avec des enfants neurotypiques. C'était plus des commentaires d'appréciation, des évaluations sur le jeu en lui-même. Il a des cartes plus grandes, il y a une frise chronologique individuelle pour, on va dire, aider, faciliter le posage des cartes selon l'ordre temporel, chronologique, pardon. Donc oui, c'était plus en termes de retour en action que c'était intéressant à voir, et comment les familles s'imprégnaient un peu plus du jeu, ils se permettaient un peu plus de choses, plutôt que respecter uniquement les règles, c'était un peu plus assoupli. Voilà. Bonjour, j'ai plein de questions, mais surtout je rebondis par rapport à ce qu'avait dit la première dame. Par rapport aux aides de jeu, est-ce que vous avez en tête un de vos trois, des jeux où justement les aides mémoire facilitent l'accès pour les 10? Qu'est-ce que vous entendez par aide mémoire? Vous savez, quand on a des petits, quand on joue à des jeux, vous avez des petits rappels avec des petites règles. Il y en a qui sont très lisibles. Il y en a, plus on joue à des jeux compliqués, plus c'est illisible, notamment pour les 10. Trop petits, trop machin, enfin voilà. Et est-ce que vous connaissez des jeux où il y a eu des adaptations de fait pour que justement les enfants 10 puissent être autonomes et gèrent eux-mêmes leurs aides mémoire, quoi, sans avoir les parents ou les enseignants sur le dos? Alors, pour une première réponse, je sais que les jeux de la gamme Access Plus, donc j'ai parlé un petit peu de Timeline tout à l'heure, ont été conçus justement pour avoir des cartes plus grandes, des livrets un peu plus grandes, l'écriture un peu plus grande.
Donc ça, c'est pour une première réponse. Je sais qu'il y a également d'autres studios qui rendent accessibles certains jeux déjà existants, notamment AccessiJeux, mais là on est plus pour de la déficience visuelle et autres troubles visuels. Et après, à ma connaissance, là tout de suite, j'ai pas de nom en tête de jeux qui ont adapté ces aides de jeu, ces livrets de règles pour que ce soit justement vraiment plus accessible aux enfants dyslexiques en tout cas. Et encore une fois, c'est à ma connaissance, mais peut-être que certains l'ont fait sans forcément communiquer dessus. Parce que ça aussi, c'est deux choses différentes. Faire et communiquer sur ce qu'on fait. Ce qu'on peut peut-être rajouter, ce qui est intéressant, c'est que c'est les jeux plus complexes, ce que disait Isabelle aussi tout à l'heure, qui devraient poser des problèmes ou qui pourraient poser des problèmes, ne posent pas vraiment de problèmes parce que les familles trouvent des moyens de s'adapter. C'est l'un des parents qui relie, on tourne les cartes ou le jeu plus vers l'enfant 10, etc. Donc on trouve des aides sur le moment. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez pu apporter dans la conférence. Et moi j'avais une question en tant que éditeur, et donc quand on est confronté à la réalisation, que ce soit des règles, du matériel, des icônes, quand on parle d'aide de jeu, c'est un bon exemple, mais il y a évidemment plein d'autres aspects. Est-ce que justement, ce que vous avez pu observer, déjà vous donne des pistes, des choses que vous aurez envie de creuser pour pouvoir justement qu'on puisse parfaire nos pratiques et avoir des règles plus faciles à assimiler, plus faciles à lire, et même sur d'autres aspects, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie soit de creuser davantage, soit de recommander aux professionnels pour des meilleurs jeux, à la fois plus accessibles, que ce soit pour des publics 10 ou autres? Recommander, je pense que ce serait un terme peut-être un peu prétentieux, en tout cas venant de moi, mais en tout cas ouvrir des pistes et montrer des choses, proposer des éléments dont justement les game designers ou même d'autres personnes aimeraient se saisir pour les mettre en application. Ça, ce serait plus ce qui correspondrait à ma réalité, en tout cas aujourd'hui. Après, en termes de volonté pour la suite, évidemment, il y a énormément de choses que j'aimerais faire sur le sujet. Il y a déjà plusieurs discussions informelles que j'ai eues avec des jeunes game designers d'ailleurs, et avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses à faire sur le sujet. Et je pense que oui, ce serait super. Ce serait super pour la suite. Pour compléter, je pense à un exemple que tu avais dans ton corpus où c'était sur la durée de jeu de Seven Wonders avec Léa, c'est ça? Et voilà, comme il y a marqué la durée sur la boîte, il y avait ce stress en fait de se dire ça dure si longtemps, ça va être difficile, etc. Donc ça, c'est des exemples qu'on a pu avoir finalement en filmant la famille avec la découverte du jeu. Alors voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais c'est des formes de retour qu'on peut avoir, qu'on peut faire avec les designers par la suite, enfin réfléchir ensemble, soit en enregistrant de la découverte de boîtes, mais avec des enfants ayant des troubles 10, je ne sais pas si ça a été fait, et voilà, de voir leur réaction face à ces signes qui sont sur les boîtes et qui peuvent peut-être les appréhender à investir le jeu. Mais voilà, j'y pense parce qu'il y avait vraiment cet exemple qui a été dit par l'enfant 10 dans Seven Wonders. Pour une petite anecdote, je n'ai pas pu vous montrer l'extrait, mais avec Léa, si vous vous rappelez bien, qui se plaignait de la présence de mathématiques dans Seven Wonders, elle avait vu 3 plus 5, 3 plus 5, 3 plus 6, et elle était en panique. Juste avant ça, vraiment au tout début de la session de jeu, quand il découvre les boîtes justement, Léa, elle explore un peu la boîte de Seven Wonders, et elle regarde vous savez, le classique, la tranche avec l'âge, la durée, le nombre de joueurs, et juste voir des chiffres sur la tranche de jeu, et le faire voir un plus, genre 2 plus, 7 plus, etc. Ça aussi, ça l'a fait paniquer. Et elle était en posture totalement défensive dès le début de la partie. Et surtout, là, j'ai pas pu vous le montrer, bien sûr, parce que raison de temps, mais en fait, juste le fait de voir des mathématiques sur la boîte de jeu, de voir même dans Timeline la présence de dates longues sur le recto de la boîte de jeu, il y a écrit apparition de l'abeille moins 1 million d'années ou quelque chose comme ça. Elle était en panique totale et ça a influencé totalement son expérience de jeu sur toute la session de jeu. Les plaintes que vous avez vues, le reste, etc. Et ça a potentiellement
j'insiste sur potentiellement, une influence sur tout le reste de sa partie, sur son engagement dans le jeu, sur sa volonté de jeu, et du coup sur toutes les interactions. Et tout à l'heure, on posait la question de l'émotionnel, justement, et on peut le capturer dans certaines séquences, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut montrer, mais ça reste quand même un travail de précision, et c'est pour ça que justement l'analyse qualitative qu'on fait, même si aujourd'hui on a pu en montrer que certaines petites bribes qui ont, j'espère, pu vous parler, c'est un travail très difficile de description, et retranscrire tout ça n'est pas facile. Voilà. Peut-être un autre exemple qui n'a rien à voir avec des 10, c'est l'histoire du nom de la pierre qu'une des joueuses n'arrivait pas à retenir. Donc, ils l'ont renommé, ça ne posait pas un problème, mais on peut dire, voilà, ça posait un problème au moment du jeu, un nom qui était difficile pour les joueurs. Donc, c'est ce type d'observation qu'on peut faire. Après, de là à dire des recommandations, c'est peut-être un peu loin. Bonjour, j'avais également une question par rapport à ce que vous venez d'exprimer en termes d'appréhension que les joueurs avec des troubles 10 pouvaient avoir avant de débuter une partie, que ce soit en termes de chiffres ou quand du coup la boîte a été ouverte, ou après avec les exercices justement qui émergent au sein du jeu. Est-ce qu'il y a quand même eu un plaisir pris à jouer pendant les parties, ou est-ce que du coup ça a plus été vécu comme une expérience à vivre avec la famille parce qu'on a envie de partager un moment ensemble, mais pas tant de plaisir à jouer? Merci pour la question. Je dirais que le plaisir, il a émergé dans différentes séquences ponctuelles. Certes, comme je l'ai présenté juste avant, la position défensive, la posture défensive a influencé certaines interactions, l'engagement, la participation dans le jeu. Et ça, c'est une chose que j'ai pu observer. Mais le plaisir, il émergeait dans l'interaction avec la famille. C'est-à-dire que, surtout, moi, ce qui m'a passionné, et encore une fois, je le répète, je n'ai pas pu tout vous montrer, mais la famille venait réengager la fille 10, du coup, Léa, par moment, par différentes stratégies. On avait sa grande sœur qui venait atténuer ses échecs dans Timeline. Quand elle posait mal sa carte, elle lui disait « ça va aller Léa, de toute façon c'est papa qui va gagner », etc. Et la sœur prenait vraiment une posture, on va dire, un peu d'atténuation de l'échec. On a la mère qui venait tout le temps aider, qui sollicitait ses connaissances. Mais « oh Léa, elle connaît ça, elle sait le placer ». Et on avait même le père parfois qui essayait de faire des blagues, d'aller la chercher de temps en temps. Pas tout le temps avec réussite, on va dire. Mais en fait, en interaction, la famille va vraiment s'adapter aux réactions de l'enfant, y réagir, et dans ce cas de cette famille, les pallier. Et c'est là, en fait, ce qui est super important, ce qu'il faut retenir, c'est que certes, le jeu a son influence, les paramètres, les compétences qui sont sollicitées, mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est aussi les gens avec qui on joue et comment ils vont réagir à nous. Et dans le cas des familles 10, je pense que c'est là que ça a le plus son importance. Pour compléter, parce que sur les 3 sessions, comme ils ont enchaîné Timeline, Access Plus et Seven Wonders, pour cette famille par exemple, on le voit clairement que Léa, elle prend du plaisir au fur et à mesure. Je ne sais plus combien de temps total ça fait la session de jeu à chaque fois, mais quasiment 2 heures. C'est dur au début, mais il y a des moments de plaisir pour l'enfant 10, et on le voit clairement dans Seven Wonders, où même si c'est plus compliqué, elle s'amuse, quoi. Et je me permettrai de rajouter qu'il y a un switch dans la partie, un moment qui est hyper important, qui se passe d'ailleurs dans Timeline Access Plus, où le jeu est un peu plus facilité, comme je le disais tout à l'heure avec le monsieur là-haut. Et c'est les rires, en fait. C'est vraiment les rires qui vont venir la réengager, où en fait la famille, les parents, ils vont rire d'une réflexion que Léa va faire sur la date de naissance de sa sœur, où elle va dire 2011, alors que... bref, la date est erronée. Et en fait, la famille va rire du fait que Léa a des conceptions chronologiques qui soient erronées, du coup, peut-être vis-à-vis de son trouble d'ailleurs. Cet instant va être vraiment transformé, ça va être décisif, et à partir de là, Léa va être plus ouverte, plus engagée, plus rire, plus aller chercher les autres. Et c'est là en fait qu'on voit que l'interaction, en fait, d'une séquence à l'autre, d'un moment à l'autre, tout peut varier, et surtout sur la durée.
En fait, on ne peut pas dire, là, elle a été uniquement désengagée. Ça fluctue pendant toute la partie. Et ça, je l'ai constaté avec Léa, mais ça marche aussi avec la plupart des autres enfants que j'ai pu observer. Luca, on recule loin, mais tu disais dans la conception, pour faciliter la lecture, l'accessibilité de l'information, la compréhension de l'information dans les règles, ben, un petit conseil quand c'est verbal et non verbal. Donc, avec un exemple en image, c'est toujours vraiment, vraiment très gagnant. Donc, pas seulement pour les problématiques 10, là, c'est pour l'ensemble de l'être humain qui traite de l'information. Il y en a qui préfèrent traiter l'information en coupant plus court de manière visuelle, puis il y en a qui préfèrent y aller de manière verbale, mais en ayant les deux, si on préfère le non-verbal, puis que finalement on ne comprend pas, on va juste tout simplement aller lire, mais c'est ça. Souvent, nos élèves 10, s'ils n'ont pas des troubles non-verbaux, ils vont s'en aller vers les images. C'est ce qu'on remarque, et je n'ai pas d'études là-dessus, mais après plus de 20 ans d'expertise, nos élèves en troubles vont souvent s'en aller plus vers le visuel, donc ça peut être c'est quelque chose de très apprécié. Quand on ouvre une boîte de jeu, on va « Ah, yeah, il y a un pendant non-verbal, donc en image, ou c'est ça, en photographie, en démonstration visuelle. » Je revenais loin, là, mais c'est pour amener un petit côté exotique à la langue aussi. Merci, Annick. Annick, tu parles justement de l'humain en général, et j'aimerais bien finir avec une dernière question que je vais me permettre de poser. Au final, au départ, pourquoi vous avez choisi d'étudier les jeux de société? Et est-ce que le fait d'étudier les interactions entre les joueurs, ça peut nous permettre de mieux comprendre aussi nos interactions de façon générale, nos comportements sociaux, peut-être même notre société, je ne sais pas. Vaste question, en effet. Ça peut être une réponse très rapide. Votre réponse très très rapide, oui. Parce que évidemment, jouer, ça fait partie de la vie. Et c'est une activité sociale, et c'est ça qu'on voulait montrer. Tout ce qu'on a observé dans le jeu, ça nous dit quelque chose sur nous, sur notre façon d'être ensemble, sur notre façon d'être un être humain dans une société. Voilà. Merci pour cette belle réponse. Et ben, je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup pour cette belle conférence et chouettes échanges. Si vous voulez plus d'informations sur Gaming Lab, on a un site internet, c'est gaminglab.fr. C'est .fr, Audrey ? C'est .fr. Vous pourrez retrouver toutes les informations. On redirige aussi vers les articles de nos chercheurs si ça vous intéresse. Si vous êtes chercheur vous-même, on a un appel à projet qui va bientôt sortir et on vous souhaite un très bon festival. À bientôt.